Ce premier chapitre va être dévolu aux microbes et à la microbiologie. Tout d'abord, nous allons définir qu'est-ce que signifie le mot microbiologie. Ensuite, que sont les microbes? Vous apprendrez que c'est la forme dominante de la vie sur Terre. Bien définir la notion de maladie, et vous verrez que quand on dit microbe, ça ne signifie pas obligatoirement une maladie. Les microbes et la science, notamment les applications dans le domaine des technologies, et ensuite les différents types de microbes. Alors qu'est-ce que la microbiologie? Le mot microbiologie vient du grec micro, bios, logos, petit, vivant, étude. Il s'agit donc de l'étude des micro-organismes et des relations avec leur environnement. Par micro-organisme, nous entendrons également le mot microbe, qui est un mot un peu ancien, ou le mot germe, qui est un mot un peu populaire. Et ces micro-organismes constituent un groupe extrêmement diversifié d'organismes microscopiques, unicellulaires, le plus souvent, et répartis dans les 3 domaines du vivant, les bactéries, les archées et les eucaryotes. Ces micro-organismes se distinguent les uns des autres par leur forme, leur taille et leur mode de vie. Nous verrons également les virus. Ces virus sont des micro-organismes particuliers qui sont incapables de se reproduire sans détourner la machinerie cellulaire d'un autre organisme. Ils ne sont pas considérés stricto sensu par la plupart des spécialistes comme des organismes vivants. La microbiologie étudie parfois leurs actions sur les micro-organismes, mais n'a pas pour but de les étudier en tant qu'entité. Cette étude est réalisée dans une autre discipline de la biologie et de la microbiologie qui s'appelle la virologie. On parle aussi maintenant de microbiologie moléculaire dans le domaine des biotechnologies notamment. Cette image vous montre comment ont évolué les micro-organismes dans le temps. Les micro-organismes que nous allons étudier se répartissent à la fois comme cellules eucaryotes, cellules prokaryotes, mais également comme virus. Cette image aussi a pour but de vous aider à bien repérer comment ces micro-organismes ont évolué et quelles sont les interrelations entre eux. Alors je vous demande d'abord de pointer sur le bas de la photo, qui est ce qui existait il y a plusieurs milliards d'années, disons environ 4 milliards d'années lorsque la Terre est apparue, et plus on monte vers le haut, plus le temps bien sûr avance, et plus l'évolution opère. Regardez bien ce qui est en bas dans l'ellipse bleue, c'est ce qu'on peut appeler le monde originel. Vous remarquerez qu'au départ, après que les premières molécules aient existé, les macromolécules se sont organisées entre elles, tout d'abord sous forme de complexes, protéines, ARN. Sont apparues également des molécules d'ARN qui se répliquaient par elles-mêmes, on appelle ces molécules des réplicons. Et cette réplication est possible grâce à une enzyme qu'on appelle l'ARN polymérase. Et on pense que dans ce monde originel sont apparus également les premiers virus, les virus à ARN. Dans la deuxième ellipse, celle qui est au-dessus, celle qui est, disons, en rouge, le monde s'est complexifié. Cette fois-ci, c'est un monde ARN-ADN. Ce que certains scientifiques appellent le rétromonde. Sont apparus à ce stade des proto-opérons, avec l'apparition de nouvelles enzymes, notamment la reverse transcriptase. Les virus à ADN sont présents encore, mais apparaissent cette fois-ci des virus rétroïdes, des virus qui sont capables de transformer l'ARN en ADN. Dans la troisième ellipse, celle qui est un peu au-dessus, celle qui est en verte, montre l'apparition cette fois-ci du monde ADN, avec cette fois-ci l'apparition d'opérons ADN et la présence d'une enzyme, l'ADN polymérase, capable de répliquer cet ADN. Les virus à ARN sont toujours là, également les virus rétroïdes, et apparaissent les virus ADN. Nous sommes à environ 3 milliards d'années. À environ 3 milliards d'années, c'est là que la division se fait entre les premières cellules qui apparaissent, c'est ce qui est à gauche, cellules prokaryotes, et ce qui est à droite, les virus. Donc il y a une divergence à cette époque, approximativement 3 milliards d'années, où les cellules sont apparues, et d'un côté les virus qui évoluent pour leur propre compte. À cette étape de l'évolution, donc apparaissent les cellules prokaryotes.
donc qui dérivent directement du monde ADN. Ces cellules prokaryotes donneront essentiellement les bactéries, archébactéries et eubactéries. Dans le même temps, apparaissent des virus de bactéries qu'on appelle les bactériophages ADN. Ces bactériophages ADN sont capables bien sûr d'infecter les cellules prokaryotes et de s'y répliquer. Et enfin, toujours à environ 3 milliards d'années, les phages ARN également se développent avec des phages double brin et ARN positif. Durant l'évolution, à partir de 1,5 milliard d'années, apparaissent les cellules eucaryotes qui dérivent des cellules prokaryotes. Et pour le monde virus, apparaissent les virus à ADN complexe et des virus à ARN double brin et simple brin positif et négatif. Nous aurons l'occasion de revenir sur la signification de ce que j'appelle les brins positifs et les brins négatifs. Vous remarquerez également que les virus rétroïdes suivent le cours de l'évolution, notamment après 3 milliards d'années, et ensuite deviennent les rétrovirus à 1,5 milliard d'années. Voici ce que l'on peut dire sur cette nouvelle hypothèse de l'évolution qui intègre le monde des micro-organismes dans son ensemble, les cellules prokaryotes, les cellules eucaryotes et les virus. La suite du cours va donc reprendre ces différents micro-organismes et nous les étudierons ensemble attentivement. Qui sont donc les microbes ou les micro-organismes? On pourrait répondre schématiquement à cette question en disant qu'il s'agit de la forme dominante de la vie sur Terre. En effet, les microbes, au sens large, ont dominé la Terre pendant plus de 3 milliards d'années, comme nous l'avons vu précédemment, et sont la source de toutes les autres formes de vie. On peut également estimer que les microbes représentent plus de 60% de toute la matière organique sur Terre. Les bactéries sont les premières formes de vie. Elles ont une capacité d'adaptation énorme et l'on en trouve plusieurs millions d'espèces sur Terre, avec seulement quelques milliers d'entre elles donnant des maladies. La majorité de ces micro-organismes vivent en milieu aquatique ou terrestre, où ils assurent principalement la décomposition des substances organiques mortes. À titre d'exemple, le pétrole correspond à l'accumulation de quantités infinitésimales d'hydrocarbures provenant de la décomposition de déchets végétaux par des bactéries anaérobies. Il se produit en même temps du méthane et des acides gras. Puis sous l'action de bactéries activant l'hydrogène moléculaire, les hydrocarbures insaturés seraient devenus saturés. Le gaz carbonique et le méthane, résultant de cette activité bactérienne, saturent le gaz de pétrole qui va ainsi s'infiltrer dans les roches sous pression et constituer des réservoirs. C'est un exemple pour vous montrer que la majorité de ces bactéries vivent dans le milieu aquatique, terrestre et sous terre. On pourrait ainsi dire que la plupart des microbes sont sans danger et beaucoup sont bénéfiques, voire indispensables. Ces bactéries ayant un rôle positif sont souvent appelées une flore microbienne. Nous aurons l'occasion d'y revenir plus tard. Ainsi, nous sommes environnés par ce que j'appellerais un jardin invisible de micro-organismes, des bactéries, des parasites, des levures, des protozoaires, voire des virus, qui forment ce que j'appelle un jardin invisible qui nous environne. Il nous environne dans les aliments que l'on ingère, ou dans l'eau que l'on boit, ou dans l'air que l'on respire. C'est une sorte de flore qui nous entoure et avec lequel nous nous sommes accoutumés lors de notre évolution. L'association entre les microbes et les maladies feront l'objet d'un chapitre ultérieur, mais d'ores et déjà, il faut bien comprendre que être infecté, entre guillemets, par un microbe, ne signifie pas obligatoirement d'être malade. Vu du micro-organisme, une maladie peut être considérée comme une tactique particulière, dans un habitat particulier, l'homme, où la bactérie, ou le virus, ou le parasite va augmenter sa biomasse en vue d'être transmis à d'autres individus. Vu de l'hôte, une maladie peut être considérée comme une réaction exagérée des défenses de l'hôte, l'immunité, que nous verrons par la suite, vis-à-vis de l'infection. L'infection par un virus, par une bactérie ou par un parasite. Donc ce qu'il faut bien retenir, c'est que parmi les très nombreux micro-organismes présents dans l'environnement ou chez les organismes vivants, une toute petite proportion seulement peut produire
une infection d'un organisme, humain, animal, végétal, éventuellement donner une maladie. L'autre élément important de cette diapositive est que 9 cellules sur 10 dans notre corps sont des microbes. Et ces microbes jouent des rôles extrêmement importants pour élaborer des protéines, des vitamines, c'est le fait par exemple des bactéries intestinales, ou même ces bactéries ont un rôle important pour éduquer notre système immunitaire. La relation entre les microbes, les bactéries, les virus ou les parasites et les maladies sont le fait de grands savants, notamment Louis Pasteur, que l'on voit en haut à droite sur la photo, qui démontre que les maladies sont la conséquence de la présence de ces micro-organismes. Louis Pasteur a aussi défini ce qu'on appelle pouvoir pathogène d'un micro-organisme qui peut se définir par sa capacité à provoquer une infection, c'est-à-dire entraîner chez un organisme sensible des altérations au niveau tissulaire, cellulaire et moléculaire, qui se traduisent par des manifestations cliniques et biologiques. Et avant Pasteur, d'autres savants comme Édouard Jenner avaient déjà posé les bases de la protection contre ces maladies par la vaccination. Je rappelle que Édouard Jenner, qui n'apparaît pas sur cette diapositive, mais qui est un grand savant anglais, a découvert le premier vaccin contre une maladie virale, la variole. Un autre grand savant qui a beaucoup étudié la relation entre les micro-organismes et les maladies est l'allemand Robert Koch, que l'on voit à gauche sur la diapositive. Robert Koch est un microbiologiste extrêmement connu, puisqu'il a découvert bien sûr le bacille de Koch, le bacille tuberculeux, mais également le vibrion cholérique, l'agent du choléra, le bacille du charbon et les spores bactériennes. Il a également mis au point en 1882 des milieux de culture solides pour cultiver les bactéries. Enfin, ce grand savant a émis des postulats qui sont encore en vigueur, le postulat de Koch. En gros, ce postulat dit qu'un microbe correspond à une maladie. Plus en détail, si on veut donner les éléments de ces postulats de Koch, on pourrait dire que, premièrement, le micro-organisme doit être présent dans tous les animaux malades et absent des animaux sains. Deuxième postulat, le micro-organisme doit être cultivé en culture pure, à l'extérieur des animaux malades. Troisième postulat, un animal sain inoculé avec cette culture pure doit développer la maladie avec tous ses symptômes. Et dernier postulat, le micro-organisme isolé de cet animal doit être identique à celui précédemment isolé. Voici quels sont les postulats que ce grand microbiologiste avait émis, ceci à la fin du XIXe siècle. Enfin, et ces aspects seront développés tout à la fin du cours, les microbes, et en particulier les bactéries, sont d'excellents modèles d'études pour les chercheurs, et ceci sera la base de tout ce qu'on appelle le clonage moléculaire pour cloner des gènes et exprimer des protéines par les bactéries. Les microbes, cette fois-ci aussi bien les bactéries que les virus, sont également des vecteurs de gènes, et c'est un domaine important de la recherche, voire de la thérapeutique. Et troisième point, les microbes, cette fois-ci les bactéries, mais aussi les algues, les moisissures, les levures, sont également des bonnes usines de production dans le domaine industriel. Alors cette diapositive est importante puisqu'elle reprend un petit peu l'évolution de la microbiologie depuis la découverte du microscope. Bactéries égale micro-organisme égale organisme microscope. Donc au départ, il a fallu observer pour la première fois ces micro-organismes grâce au microscope. On pense que le premier microscope aurait été développé par le Hollandais Anthony van Leeuwenhoek en 1673. En effet, ce drapier hollandais a fabriqué le premier microscope grâce aux lentilles puissantes qu'il avait mises au point afin d'observer les trames de tissu qu'il achetait. Avec des grossissements de l'ordre de 200 à 300 fois, il a pu ainsi mettre en évidence, à partir de 1673, la prodigieuse diversité des micro-organismes et l'incroyable richesse des milieux naturels, comme l'eau riche en protozoaires, en algues, levures et bactéries. Anthony van Leeuwenhoek n'était pas vraiment un scientifique, c'était un très bon observateur. Il a étudié de nombreux liquides que lui offrait la nature et décrivit ce qu'il appelait le grouillement d'une infinie variété d'animalcules, en fait les bactéries, mobiles ou non, en forme de sphères, de bâtonnets, de spires, dans des échantillons de salive,
de dents, d'eau de pluie ou de lac. Dans son propre sang, Van Leeuwenhoek découvrit les globules rouges, et dans son sperme les spermatozoïdes. Ce fut donc un observateur curieux, patient, méticuleux, et un sens de l'observation exceptionnel. Encore une fois, dans l'histoire de la microbiologie, il faut citer bien sûr Louis Pasteur, qui va complètement démonter la théorie de la génération spontanée. Quelques mots sur cette génération spontanée. Depuis toujours, l'idée que la vie puisse émerger du non-vivant a accompagné les différentes civilisations et les religions qui se sont succédées. En fait, Dieu était responsable de cette génération spontanée. La théorie du germe responsable de maladies stipule que des micro-organismes, qu'on appelle également des germes, peuvent envahir d'autres organismes et être responsables de maladies. Bien que cette idée simple soit généralement acceptée aujourd'hui, elle ne l'était que très peu quand elle fut formulée au milieu du XIXe siècle. La plupart des gens croyaient que les animaux, exemple les vers, les larves de mouches, les rats ou les microbes, provenaient d'éléments inanimés par génération spontanée. C'est donc Pasteur qui, en 1859, a complètement démonté cette théorie de la génération spontanée et a montré que, par exemple, ce qui infectait les bouillons liquides étaient tout simplement des bactéries de l'air, et non pas des bactéries qui se généraient d'elles-mêmes par des moyens plus ou moins magiques. Après Pasteur, l'essor de la bactériologie moderne s'est fait grâce aux grands savants que j'ai déjà cités, Robert Koch, mais aussi un médecin danois, Hans Christian Gram, qui mit au point la célèbre coloration qui porte son nom et qui permet de caractériser les bactéries. La notion de virus et l'essor de la virologie vient peu après. La notion de virus a évolué en même temps que la connaissance des maladies infectieuses. Avant Pasteur, ce terme était équivalent d'agent infectieux. On parlait de virus du paludisme, dont l'agent bien sûr est un protozoaire, ou du virus du charbon, dont l'agent est une bactérie, et de virus filtrant, qui était là d'authentiques virus. Il est resté de cette époque le terme de réservoir de virus, qui signifie réservoir d'agents infectieux, alors que le terme de virus correspond actuellement à un agent infectieux acellulaire, nous le verrons plus tard, parasite obligatoire d'une cellule pour sa multiplication et invisible au microscope optique. Le premier virus qui a été étudié est le virus de la mosaïque du tabac, ce que j'ai appelé le VMT. C'est un virus du tabac, donc un virus des plantes. Et ensuite ont été découverts les bactériophages. Nous le reverrons plus tard dans le cours, les bactériophages sont des virus capables d'infecter les bactéries. D'autres techniques sont apparues un peu plus tard, presque simultanément, permettant d'étudier les propriétés physiques des virus. Ainsi, les premiers microscopes électroniques à transmission ont permis dès 1935 d'observer le virus de la mosaïque du tabac. Et à la même époque, Stanley obtient la cristallisation de ces virus après une purification assez simple, secouant le mythe du virus vivant. Et à propos de ces virus qui étaient capables de cristalliser, beaucoup de scientifiques se sont dit, en fait, peut-être que les virus ne sont pas vivants, ce sont juste des organismes qui se répliquent. Ensuite, les physiciens observent la symétrie des virus par diffraction aux rayons X, la symétrie hélicoïdale, comme celle du virus de la mosaïque du tabac, ou la symétrie cubique, comme la plupart des virus pathogènes pour l'homme. Enfin, les propriétés biologiques des virus ont été étudiées d'abord par Carrel, Alexis Carrel, en 1926 par culture sur un fragment de tissu isolé, puis par Smith en 1933 après inoculation au furet du virus de la grippe. Il faut noter que le développement des cultures cellulaires, notamment par John Anders en 1949 par trypsination des cellules, est sans doute l'un des facteurs les plus importants dans l'étude des virus. La culture cellulaire permet d'une part d'obtenir une production de masse de virus et d'autre part d'orienter le diagnostic viral par l'observation de lésions cellulaires caractéristiques qu'on appelle effets cytopathogènes et nous y reviendrons un peu plus tard. Pour résumer ce que je viens de vous dire et pour donner un ordre de taille, cette diapositive vous donne les dimensions approximatives des différentes cellules, eucaryotes, prokaryotes, les virus, comparés aux protéines et aux atomes. On voit très bien que les cellules eucaryotes ont des tailles voisines de environ 10 microns, 10 micromètres. Les bactéries
environ 1 à 10 micromètres, 1 à 10 microns, alors que les virus ont des tailles beaucoup plus petites, 0,1 micron, voire pour certains 1 centième de micron. Bien sûr, ceci explique pourquoi seule la microscopie électronique est capable de visualiser les virus. De même que cette image vous montre que la diffraction des rayons X est capable de donner une image tridimensionnelle de certains virus ou de certaines protéines virales. Maintenant, rentrons un peu plus dans le vif du sujet et voyons comment sont classifiés les micro-organismes, notamment les micro-organismes appartenant aux prokaryotes et aux eucaryotes. Cette image vous montre la répartition des micro-organismes en bactéries, archées et eucaryotes. C'est une classification phylogénique où on voit l'ensemble de ces micro-organismes cellulaires. On peut ainsi voir qu'il existe 3 grands domaines et 6 règnes. Les 6 règnes correspondent aux images qui sont montrées ici, 1, 2, 3 jusqu'à 6. 1 correspond aux archées, 2 aux bactéries, 3 aux protozoaires, 4 aux champignons, 5 au monde végétal et 6 au monde animal. En fait, dans la classification du monde vivant, les virus ont toujours été oubliés, sans doute parce qu'ils ne sont pas considérés comme des organismes cellulaires, ce sont des eucaryotes. Les virus ont pourtant beaucoup de caractéristiques propres aux organismes vivants, mais surtout, actuellement, ils sont considérés comme étant à l'origine du monde vivant, notamment par les mécanismes de colonisation des cellules prokaryotes et eucaryotes. Comme vous le voyez sur cette figure, par cette interaction perpétuelle qu'il existe entre le monde des virus en bas, ce que j'appelle le nuage des virus, et les cellules des arbres de la vie, aussi bien les archébactéries et les eucaryotes. Les virus, ainsi, sont actuellement considérés par les scientifiques de l'évolution comme participant à l'évolution des génomes cellulaires, et ils participent également à ce que l'on appelle aujourd'hui la créativité génomique. Nous aurons l'occasion d'en reparler lorsque nous aborderons les rétrovirus endogènes et les virus persistants, notamment les virus à ADN. Certaines observations récentes, en effet, confirment l'hypothèse que les virus sont réellement des organismes vivants. En effet, en 2003, des scientifiques ont découvert des virus infectant des amibes et ayant un génome aussi gros que celui des génomes de bactéries. Ainsi a été découvert un virus nommé le mimivirus, signifiant Microbe Mimicking Virus, qui figure sur l'image située à gauche. Encore plus important, en 2008 a été découvert un virus ayant la même taille, capable d'être infecté par un autre virus. Ce nouveau virus, qui est virophage, a été appelé le mamavirus ou encore virus Sputnik, ce qui figure sur l'image de droite. Ce sont ainsi des preuves que les virus sont doués d'une activité identique à celle d'autres organismes vivants comme les cellules prokaryotes ou eucaryotes. Ces deux virus, le mimivirus et le mamavirus, découverts respectivement en 2003 et en 2008, ont été effectivement découverts dans l'océan, et on estime qu'une grande partie du monde aquatique, notamment au niveau des océans, est constituée de virus identiques, situés dans ce qu'on appelle le viroplancton. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces points lorsque nous verrons dans le dernier chapitre tous les aspects concernant la métagénomique. Quelles sont les grandes différences entre prokaryotes et eucaryotes, pour commencer? Tout d'abord, au sujet des chromosomes. Les eucaryotes, vous le savez, en ont plusieurs. Les prokaryotes en ont qu'un seul. Pour la paroi cellulaire, elle est simple, pour les eucaryotes, sans peptidoglycanes, alors que pour les prokaryotes, cette paroi est complexe avec présence de peptidoglycanes. Nous définirons plus tard ce qu'on appelle par peptidoglycanes. Il existe une différenciation tissulaire et dans les organes pour les eucaryotes, alors que la différenciation est très rudimentaire, voire absente chez les prokaryotes. Enfin, les nucléoles sont absents chez les prokaryotes, de même que l'appareil de Golgi et les lysosomes. Juste, et ceci sera redit par la suite, toutes les espèces, prokaryotes et eucaryotes,
sont classés en genre et espèces. Exemple de prokaryotes, une bactérie très commune, Escherichia coli, et un protozoaire, Giardia intestinalis.